Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Dans une note portant mention urgent, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, met à travers une clé de répartition bien déterminée 3 millions de francs CFA à la disposition des gouverneurs, 1,5 million pour les préfets et 1 million pour les sous-préfets. Un appui financier qui, de l'avis du ministre de l'administration territoriale, intervient dans le cadre de l'élection présidentielle de dimanche prochain. Au nom de quoi cet argent leur est attribué, dénonce le Social Democratic Front. Le gouvernement met ces millions qui appartiennent au peuple pour corrompre les gouverneurs et autres autorités administratives. Pour quel truc? Les élections ajoutent une source au MRC. Question autour de l'appui financier du MINAT aux autorités administratives dans le cadre de l'élection présidentielle. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Question autour de l'appui financier du MINAT aux autorités administratives. Pour en parler, je suis avec Joseph Fetieux. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Vous êtes là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple Cameroun. Exact. Voilà. Et je vous remercie et j'adresse également mes remerciements à tous les téléspectateurs qui nous suivent de très près. Ok, merci. Sur ce plateau également, Jean-Paul Chouniat. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste à la rédaction centrale Equinox Télévision et Radio. C'est bien cela? C'est exact. Sur ce plateau également, Cyril Sambaka. Bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux panélistes. Vous êtes vice-président de l'UDC. C'est ça, l'Union démocratique du Cameroun. Et votre candidat Damoun Damdjoya est parmi les 9 pour dimanche prochain. Ben, vous êtes journaliste, vous le savez. Mais je ne l'ai pas encore vu. Vous le voyez, et il va vous recevoir dans quelques jours. Okay. Je crois que ça a déjà été dit. Ok, merci. Sur ce plateau également, Wilfried Kanka, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, oui. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. Vous êtes là pour le compte du candidat Maurice Kamto du MRC. Tout à fait. C'est bien cela. Jean-Paul Chounat, je commence avec vous. Beaucoup ont qualifié cet acte de corruption à l'endroit des autorités administratives. Bon, c'est vrai que moi, en tant que journaliste, ça dépend aussi de quel côté on se tient pour qualifier le fait. Oui. C'est normal que lorsqu'on est de l'opposition, que cet acte que pose le ministre de l'administration territoriale soit perçu comme une tentative ou alors un acte tenter de corrompre ou alors influencer le commandement, les hommes du commandement territorial. On peut le percevoir ainsi. D'un autre côté, on peut aussi vous dire que compte tenu de cette période, qui est une période ultra sensible, l'État a pensé qu'il fallait mettre des fonds à la disposition des autorités administratives au cas où le besoin, au cas où il y aurait peut-être des imprévus ou bien d'autres urgences, que cet argent puisse servir. Déjà que lorsque vous causez avec les sous-préfets, les préfets ou les gouverneurs, ils vous disent déjà que les dotations qu'on leur donne ne sont pas suffisantes pour remplir les missions régaliennes. Donc, je ne vais pas avoir une posture qui va condamner ou bien alors qui va dire que l'acte que le ministre a posé est tout à fait normal, parce que peut-être les juristes vous demanderont que sur quel texte s'est-il appuyé pour accorder cette dotation à ce moment précis. Donc voilà un peu la lecture que je peux faire en filigrane de cet acte du ministre Atangandi. C'est vrai que on connaît un peu ses façons d'agir et du coup beaucoup ont dit que c'est l'homme de la situation et donc du coup... On parlera un peu de, voilà, de la méthode pour Atangandi au cours de ce programme. Cyril Sambaka, pour vous, cet acte, Jean-Paul Chouniat semblait dire qu'on peut classer ça dans la rubrique des imprévus, parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il n'était pas affirmatif, mais moi je retiens cet aspect-là. Est-ce qu'on peut penser que Paul Atangandi a voulu apporter quelque chose en plus
budget qu'ils ont à gérer. Peut-être que c'est nouveau, c'est une nouvelle méthode de transparence, de pouvoir dire... Une nouvelle méthode de transparence. De transparence, parce que ça s'est toujours fait. Oui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça s'est toujours fait. Je peux même vous dire que dans les élections passées et tout, même le délégué du gouvernement avait une dotation qu'il donnait, n'est-ce pas, aux différentes commissions et autres. Oui. Donc ça s'est toujours fait. Peut-être que le ministre Tangandi a voulu publier pour se dire que ça... Se démarquer de ses prédécesseurs. Oui, peut-être que de ce point de vue, il est transparent, mais je dois dire que ce qui n'est pas dit est beaucoup plus lourd que ce qui est dit. Parce que ces dotations-là, ça a toujours existé. Bon, peut-être les autres ne l'ont pas dit, mais ça a toujours existé. Ok. Il fait quand même. Oui, moi je trouve que c'est la réponse au fait que... nous ne sommes pas dans un problème de personne, mais dans un problème systémique. Oui. C'est-à-dire, si on dit qu'il faut une nouvelle forme d'administration au Cameroun, on ne parle pas seulement de celui qui incarne l'exécutif. Il faut que tout l'organe, il faut que tout le système cède la place à quelque chose de nouveau. Parce que ce qui se passe actuellement est dans la continuité d'une longue série de choses qu'on ne comprend pas. Le recteur d'une université à l'extrême nord a aussi, précisément à cette période, décidé d'accorder les prix d'excellence qui ont été promis à des étudiants depuis fort longtemps, mais qui ont été ignorés. Et comme par hasard, maintenant que les élections approchent, on les reconsidère. Le président de la République, puisqu'il s'agit de lui, qui n'a pas mis les pieds à Marois depuis une petite éternité aussi, comme par hasard, à la période des élections, il se rend là-bas et manifeste tout l'amour qu'il a envers ces populations-là, un amour qu'il a dissimulé sur la Septante qui vient de s'écouler. Et maintenant, on a le ministre de l'administration territoriale qui dit... Voilà, accorder cet argent aux autorités administratives décentralisées. C'est très intéressant, c'est beaucoup d'amour. Le problème, c'est que le ministre de l'administration territoriale, le précédent, en tout cas, René Manuel Sadi, s'était plaint justement en son temps, ça avait été relayé notamment par la Nouvelle Expression, où il disait, voilà, les élus communaux ne respectent pas les lois. Il y avait notamment une loi du 24 avril 2008 qui disait, enfin, qui présentait un peu les dispositions de... comment déléguer les pouvoirs et administrer bien les différentes communes. Il se plaignait notamment de cela. Il se plaignait aussi du fait que les magistrats étaient plus poussés vers les fameuses coopérations internationales pour soi-disant gagner de l'expérience, mais qu'en fait ces voyages-là ne donnaient rien du tout et étaient juste des absorptions financières. Paradoxalement, le même ministère, peut-être la personne a changé, mais le même ministère commet exactement l'erreur qu'il a fustigée avant, ou pour une raison qu'on a du mal à expliquer, des sommes aussi colossales. On a fait, un de nos compatriotes a fait une sorte de décompte où on était à près de 700 millions, pendant que les différents partis d'opposition ont eu approximativement 150 millions. Ce n'est pas sérieux. Et s'il faut parler d'urgence, parce qu'il faut pallier à une certaine situation d'urgence, je ne crois pas que les gouverneurs, les sous-préfets de la République sont les entités dans la plus grande urgence aujourd'hui. Monique Oumaté, qu'elle est morte il y a 2 ans par manque de soins, par manque de suivi, par manque d'une couverture santé solide. L'urgence, parce qu'il y a des Monique Oumaté qu'elle tous les jours, qui meurent comme ça totalement délaissés par l'institution régalienne. Alors s'il y a urgence et qu'on est sérieux, on doit plutôt justement injecter ces fonds dans des mécanismes comme ça. Sinon, nos compatriotes ne sont pas dupes, ils sont assez intelligents pour comprendre que tous ces mécanismes, tout ce que ce système produit comme mécanisme, n'est que la matérialisation de la volonté d'avoir les voix de ce bétail électoral parce que la campagne tire à sa fin et que c'est bientôt les élections. C'est cela et rien de plus. Ok. Joseph Fetche, Wilfried Kanga dit que c'est une mesure purement électoraliste. Merci. Est-ce que vous répondez au RDPC? Mais je vous remercie. Je vais passer la parole. J'entends les opposants qui parlent vraiment d'une manière un peu décousue, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très précis dans leurs explications. Il faut comprendre une chose. Quand on donne 3 millions à un gouverneur, ça, ce n'est pas une somme d'argent qu'on peut parler. Ça, c'est rien du tout. Quand on parle de 700 000 à un préfet, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau dans la mer. 1 million, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que la sécurité dans notre pays en ce moment, les gouverneurs... C'est en quoi ça doit servir? Non, mais, écoutez, nous sommes ici, sur le podium ici maintenant. Oui. Mais sachez que moi, j'ai amené ma sécurité derrière. J'ai au moins 50 de mes commandos qui font la garde. Parce que quand je parle ici, quelqu'un vient me déranger. Oui. Donc, imaginez-vous une fois que si pendant les élections, les gens viennent, comme on me dit qu'il y a des infiltrations, tout ça là, tuer ne serait-ce qu'un seul Camerounais.
Mais ça nous fait beaucoup de peine. Moi, quand j'entends un Camerounais mort, ça me fait beaucoup de peine. Sachez une chose, quand on parle de corruption, c'est qu'on donne l'argent à quelqu'un pour faire ce qui est mal. Est-ce que vous pensez que 3 millions qu'on donne à un gouvernement, à un préfet, c'est pour qu'il aille faire du mal? Pas du tout. Et je trouve même que c'est très insignifiant. On devrait mettre... Vous souhaitez qu'on leur donne combien? Mais voyez, ils ont exprimé leurs besoins. Bon, on leur donne encore selon ce qu'ils ont. Est-ce que les besoins du gouverneur du Nord-Ouest sont les mêmes que ceux du gouverneur du littoral? Pas du tout. Voilà. Et pourquoi on arrête dans une somme de 3 millions pour tout le monde? Parce que n'oubliez pas que dans le RDPC, les gens qui suivent le chef d'État, quand il y a problème, ils travaillent main dans la main. Ça veut donc dire que si le gouverneur Nord-Ouest a encore d'autres besoins, il appelle son homologue gouverneur, il va lui faire directement le nécessaire. Et maintenant, si le gouverneur qui est à Yaoundé, qui est plus proche du pouvoir, si par exemple le gouverneur du littoral a encore d'autres besoins, il peut l'informer, tout de suite il va recevoir. Bon, le problème c'est qu'il ne faut pas que les gens se moquent des personnes. Ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas parler de 3 millions pour un gouverneur comme si c'était des centaines de milliards. Regardez par exemple, M. Kamto, dont il est le représentant, M. qui est là, le MRS, vous savez qu'on lui a demandé de réécrire, vous savez, de réécrire, je vais vous dire exactement ce qui se passe, le code de procédure pénale, de réécrire. On lui a donné ce marché-là. Cependant, lui, il a fait une facture, il a surfacturé à 14 milliards. Alors que ceux qui ont travaillé avant pour ce code n'ont pas eu tant d'argent. Mais lui, rien que pour relire ce qui a été écrit, il demande 14 milliards. On lui donne. Et puis, il avait un voice qui le protégeait, qu'on appelait Breston Construction, où il est actionnaire. Oh, quand par exemple vous êtes ministre, quand vous avez une société, vous ne pouvez pas quand même, selon la loi, c'est ça qu'on appelle conflit d'intérêts. Mais le chef de l'État avait fait confiance en ce monsieur. Ne l'a pas poursuivi pour qu'il comprenne que ce qu'il fait est mauvais. Mais il lui parle, qu'il ne recommence plus des choses comme ça là. Mais seulement, c'est un monsieur Kamto, je le respecte très bien. Et je vois même qu'il est même très courageux de se présenter comme... Non, on n'est pas là pour... c'est pas un problème de personne. Voilà, non, laissons la personne. Oui, c'est pas un problème de personne. Bon, je vous dis que... mais lui, il en a parlé, hein. Non, ce n'est pas un problème de personne. Prenons donc le fond du problème. Le professeur Maurice Kamto. Ouais, prenons le problème. Bon, dites-moi un peu. Quand, par exemple, vous faites une facturation de 14 milliards comme ça, là, vous pensez que vous allez être président pour faire comment alors? Comment vous voulez qu'on vous prenne? Et puis en plus, une chose qui est certaine, mon cher ami, quand le président vous nomme, c'est une confiance qu'il met en vous. Vous démissionnez, dans quel pays on peut vous laisser en liberté? On vous met en prison. Bon, mais seulement le président est très bon, comme il est là. Bon, les petites 3 millions là, vraiment, ça ne sert à rien d'en parler. Moi, je trouve ça un problème qui me perd le temps pour rien. Non, oui, Jean-Paul. Non, je pense que depuis que le ministre Tangandji est arrivé au MINAT, et le 2 mars. Oui, le 2 mars, et en prélude à cette campagne électorale, on a vu, excusez-moi de le dire ainsi, il aime bien le spectacle. Donc, il est dans une logique. Une logique il est venu ici à Douala au parcours Vita. Il a réuni les mototaximens. C'était une sorte de spectacle. Donc, apparemment, sa méthode de communication semble être le spectacle. Le président Samba Kala dit, ça a toujours existé comme ça. Bon, parce que si cet argent avait été remis aux autorités administratives sans publicité, on n'en serait pas là. Donc, si c'est une pratique qui s'est toujours faite, vraiment, moi je pense que ça devrait, peut-être que le contraire qui devrait surprendre. Et encore que, même quand les gouverneurs ne reçoivent pas déjà cet argent, même avant qu'ils le reçoivent, on les a toujours taxés de truquer les élections pour le... Donc je pense que si cet argent arrive, ce n'est pas... Ou alors c'est pour doper le moral du trucage des élections. Vraiment c'est compliqué à comprendre, mais le président Sambaka, qui est un doyen de la politique, il sait très bien, il a dit que ce sont des pratiques qu'on a toujours eu à faire. Donc je ne pense pas que ça puisse faire vraiment débat. N'empêche que d'autres, vous savez, quand on est en période électorale, le moindre bruit, comme quelqu'un dit souvent, même si vous dansez dans l'eau, on va dire que vous soulevez la poussière. Donc, le moindre geste posé est tout de suite
analyser. Ce que je dis, ce n'est pas seulement valable pour les autorités administratives ou le ministre Atangani. C'est la même chose quand un opposant ou un autre des candidats pose un acte, on l'interprète comme on peut l'interpréter. Voilà le cas du président Adamou Damdjoya, qu'on n'a pas vu sur la scène publique depuis le démarrage de la campagne, mais vous imaginez bien ce qui s'est dit autour de cela. Donc, de mon point de vue, je pense que quand le président Fétieux dit, parce que je peux pas non, pas que je ne peux pas laisser passer, je veux me prononcer dessus, que M. Kamto a reçu 14 milliards, il a surfacturé, mais s'il a surfacturé 14 milliards, qui avait passé le marché? Alors, si quelqu'un vient avec une facture de 14 milliards, vous réussissez quand même l'exploit à lui donner le marché. Mais je pense que c'est un marché qu'il faut questionner. Questionner ceux qui ont attribué ce marché. Et à plusieurs fois, le professeur Maurice Kamto a dit clairement que ceux qui détiennent les preuves qu'il a eu ce marché de 14 milliards, que les gens sortent les preuves. Et il l'a dit publiquement. Donc moi je pense que vraiment dans la construction, dans la société Brainstorm Construction, c'est là-dedans. Vous allez chercher les preuves là-dedans. Oui, mais justement, président, vous serez venu avec les preuves, ça nous aurait tout donc je pense que Serge, concernant cette dotation, personnellement, je crois que le président Sambaka a pratiquement tranché. Et oui, non, on va rester sur les méthodes, la méthode. Oui, est-ce que c'est lui qui a choisi de rendre ça public? Moi, bien sûr, évidemment. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a un but, il y avait quelque chose derrière. Mais je vous dis que les chiffres qui sont énoncés là, vous êtes sûr que c'est les vrais chiffres? Vous n'êtes pas sûr que c'est les vrais chiffres? Plus ou moins? Non, je veux dire qu'on peut annoncer des chiffres comme ça et ne pas annoncer d'autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'on fait savoir qu'il y a des dotations spéciales pendant les élections. Or, ce qui est intéressant à voir dans cette affaire, c'est pas qu'il y ait eu des dotations pour cela. C'est que quand on calcule le montant final, on se rend compte que il vaut mieux être gouverneur que d'être candidat. Parce que c'est ça le truc. 15 millions pour battre campagne dans tout le pays, dans tout le territoire. Vous pensez donc que ce n'est pas facile. Et ça me permet peut-être d'apporter de l'eau à son moulin pour lui dire que l'UDC, c'est un parti qui a été créé en 1991. Son leader, le docteur Adamou Damdjoya, a fait plus de 20 fois le tour du Cameroun. Et on savait qu'il y avait des élections en 2018. Donc il a refait le tour du Cameroun il y a 2 ans pour dire aux unités que c'est vous qui allez faire le travail. Parce que quand on a fait plus de 20 ans, on sait ce qu'il faut faire le moment venu. C'est le porte-à-porte. Donc les unités de l'UDC doivent faire le travail. C'est la décentralisation. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'en période de campagne électorale officielle, ça coûte excessivement cher et il faut dépenser cet argent en une seule fois. Vous voyez? Alors que quand les élections approchent, vous devez visiter vos unités et leur dire voici le message. Vous allez vous déployer. Vous comprenez? Donc, ces élections, 15 millions de francs. C'est une méthode qui est valable pour 2018. C'était pas la même chose en 2011? Non! L'argent pour rien, pour ceci. On sait qu'on a dépensé, on peut faire des économies là-bas. Et on essaye d'aller progressivement. Parce que on sait que les élections, c'est dans 2 ans. Donc, on doit faire le tour du Cameroun, voir ces unités, les mettre en ordre de bataille, progressivement. Vous m'invitez sur ce plateau pour parler de l'UDC ou de son programme, je vais le faire. Hein? Il ne faut pas forcément que c'est Adamou Damdjoya qui le fasse. Bon, maintenant, s'il a choisi la méthode qui permette qu'on respire, vous comprenez? On respire, on n'est pas sous pression. Personne n'est sous pression. Eh bien, c'est la méthode choisie au vu de l'expérience passée. Donc là maintenant, s'il va parler, il va probablement inviter la presse pour leur donner son message. Mais le travail sur le terrain est fait. Moi-même, je sors du sud, n'est-ce pas? J'ai dû traverser pour aller à l'ouest. Mais j'ai été bloqué en Balmayo.
il y avait une file de voitures qui venait de Yaoundé et dépassait Mbalmayo. Parce que le président de la République était à Maroua et il rentrait. Donc nous avons dû passer 3 heures sur place, ce qui a fait que je suis arrivé au meeting de l'Ouest vraiment épuisé. Ok. Ulfide Kanga, restons sur l'acte de Paul Tangandji. Jean-Paul Chouna semblait le dire depuis que le ministre Tangandji est là. C'est des actions qui de plus en plus font parler de l'homme. On peut même dire qu'il est plus présent dans cette campagne que certains candidats. C'est une stratégie. Évidemment, évidemment que c'est une stratégie. On ne crache pas sur le plat qui nous donne à manger. Il est à la solde du président de la République et donc il a tout à gagner. Il y a ce que le RDPC remporte ces élections. Il gardera son poste, si ce n'est pas une promotion, il gardera au moins son poste de ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ce n'est pas le pire métier du Cameroun. Personne ne s'en plaindrait. Donc c'est de bonne guerre. Alors il fera tout ce qu'il peut, quitte à confondre les institutions régaliennes et l'affiliation pour un parti et à privatiser en quelque sorte le ministère auquel il appartient dans le cadre de cette campagne. Donc oui, il est très présent, oui, on le voit énormément. Et dans ce registre, je veux répondre à monsieur, au président Fetche qui parlait du parti dans lequel, enfin, le parti que je suis venu... Surfacturation. Avant d'y arriver, le parti que je suis venu défendre sur ce plateau, ce n'est pas le MRS, c'est le MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et dans cette renaissance-là, justement, parmi les réformes institutionnelles que nous voulons instaurer, il y aura la ratification effective de l'article 66 sur la déclaration des biens qui demandera justement à ce que, enfin, il n'y a pas que les biens privés, il y a ce qu'on peut appeler un audit public pour que chaque ministère, en fait, pour qu'il y ait une transparence effective des fonds de chaque ministère, de chaque institution publique et de l'utilisation de ces fonds-là. On saura donc, lorsque les fonds sont débloqués comme ils le sont, quel est le texte régalien, le texte juridique sur lequel il repose, qu'est-ce qui explique que ce soit en ce contexte précis et est-ce que la somme qui est mentionnée là est réellement la somme allouée et pourquoi la somme a été allouée. Dans ce même registre, je suis très content pour vous. Vous avez dit que vous aviez un commando d'une pléthore de voitures qui est venu vous accompagner ici. La sécurité, oui. Oui, je peux vous assurer que vous, en tant que représentant... Directeur de la société de Panther Security. En tant que représentant du parti au pouvoir, une chose est certaine, moi en tant que simple citoyen qui d'autant plus s'oppose à l'institution, à la puissante institution étatique actuellement, ma vie est plus en danger que la vôtre. C'est pour vous protéger aussi, vous pensez là, c'est pas pour moi seul. Bien sûr. Il est certain que si on devait faire un audit sur l'article 66, si vous devriez déclarer sur quel fondement vous avez une escorte aussi importante, aussi ostentatoire, il serait largement impossible pour vous de prouver qu'il y ait une... C'est simple, c'est moi qui assure la sécurité en ville ici. Si vous le dites, mais assurer la sécurité... Mais enfin, je vous expliquera plus tard, parce que maintenant, parlons, passons aux choses sérieuses. Restons dans le débat. Ouais. Oui, il y a un élément justement précis, je vous le dis avec tout le respect que j'ai remarqué sur les vis-à-vis du RDPC avec qui j'ai à faire face, c'est cette propension outrancière à interrompre systématiquement les avis contraires. C'est comme si c'est dans l'ADN du RDPC pour en faire partie. La lecture... Le RDPC n'a pas d'ADN. Vous parlez bien des choses, vraiment. Vous les jeunes, vous êtes terribles. On y revient toujours. Alors, la fameuse déclaration des biens, en tout cas les réformes, parmi les réformes que propose par exemple le MRC, il s'agira de cela, pour qu'on n'ait plus affaire à ce type d'incongruité, parce que on sait comment ça fonctionne plus ou moins. Vous avez peut-être pensé, vous avez peut-être dit que 3 millions, ce n'est pas assez, 4 millions, ce n'est pas assez, 1 million, ce n'est pas assez. Déjà, on n'est pas certain que les chiffres avancés sont les chiffres réels, mais de deux, ce n'est pas non plus la lune qu'on leur demande d'aller décrocher. On leur demande simplement d'inciter les citoyens de leur région, de leur arrondissement, de leur département à aller voter pour le président Paul Biya. Et je considère que donner 1 million, c'est lui donner énormément d'argent. Quand bien même ce serait 1000 francs CFA, c'est déjà énorme. Quand on n'est pas capable de convaincre une population sur le contenu de son projet, quand on n'est pas capable d'élaborer une nouvelle idée, un nouveau paradigme et qu'on ressuscite une formule totalement d'ébalisme communautaire dont le Camerounais lambda n'a aucune idée de ce à quoi il renvoie, quand on n'a pas la capacité justement de présenter les faits sur les promesses qu'on a faites il y a 7 ans et il y a 7 ans avant, on ne peut procéder que par des mécanismes comme cela. C'est une observation empirique élémentaire qui nous prouve que voilà, c'est de ça qu'il s'agit dans la campagne où on va voter par convention et par manipulation plus que par conviction.
Ce n'est pas une surprise que nous ayons affaire à ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui. Et le ministre de l'administration territoriale, justement, en tant que figure de pro de la campagne du président, l'une des figures de pro de la campagne, en tant qu'acteur, metteur en scène et chef d'orchestre avec les autres, justement, il est impliqué dans la réalisation de ce mécanisme assez flou. Joseph Fetieu, est-ce que le temps, on a comme l'impression que le ministre a voulu contenter les autorités administratives avant dimanche. Pourquoi? Il y a un travail précis que ces autorités doivent abattre. Mais vous savez une chose, comme je vous ai bien précisé, 3 millions, vraiment, ce n'est pas de l'argent. Quand on met à la disposition d'un gouverneur 3 millions, c'est très faible. Donc il faudrait que le ministre pense que pour qu'un gouverneur puisse gérer en ce moment précis toutes les difficultés du côté de la sécurité, du côté de la santé des gens. D'ailleurs, même pour parler de la santé comme on est là, notre ami parle de la santé, mais il faut savoir que chez les opposants, qu'est-ce qui les empêche de construire des hôpitaux et faire que nos citoyens soient bien soignés, comme ils critiquent beaucoup notre façon de soigner. Il y a un seul qui a fait cet effort, c'est Samuel Eto'o. Il y a le pavillon Samuel Eto'o là-bas à la Cantini, un grand c'est un opposant. Il n'est pas opposant, mais je veux dire, il n'est pas... Parce que vous étiez en train de dire que les opposants doivent construire les... Non, je parle des gens qui font des actions individuelles. Oui. Bon, je regarde par exemple Samuel Eto'o, il n'est pas dans le gouvernement, il est un indépendant, mais il a construit, pour aider la population camerounaise, un pavillon Samuel Eto'o qui est super équipé. C'est là-bas que les gens vont se soigner là-bas. Et ça, c'est bien. Quel est l'opposant qui a fait, au moins, ne serait que le tiers de tout ça là? Ben, c'est-à-dire que les opposants sont là, ils attendent seulement qu'il y ait des élections présidentielles pour venir. Il y a un autre là, il vient, il n'a que 38 ans, il dit qu'il est jeune. Et il n'a même pas fini ses études. Il est en 2e année de doctorat. Il ne finit pas les études, il n'a aucune expérience, comme tous les autres opposants. Et ils n'ont pas d'expérience, ils viennent chercher à être président de la République. Le Cameroun n'est pas une poubelle pour que n'importe qui vienne pour chercher à se positionner. Regardez les gens comme moi, vous pensez que... c'est pour ça qu'il y a dans d'autres pays des coups d'État comme ça, là, parce qu'il y a des gens... Je suis là, moi je suis un capitaine, sorti de l'armée, pilote instructeur pour le combat aérien, missiles, canons et roquettes. Je suis quelqu'un qui a bien travaillé pour ce pays. Et j'ai beaucoup de décorations. Et les opposants, aucune décoration, ils sont là pour bavarder, pour critiquer. Critique, c'est facile. Il faut laisser le président qui a l'expérience. Ils n'ont rien comme expérience. Un étudiant, il va aller, il a d'ailleurs même tous ces gens qui se présentent, qui est l'opposant qui a au moins sous sa responsabilité 5 millions de Camerounais qu'il nourrit. Si vous connaissez, vous êtes journaliste, dites-moi s'il y a au moins, parmi tous ces candidats-là, s'il y a un seul opposant qui a 5 millions de Camerounais dont il prend soin. Moi, par exemple, j'ai pris ma retraite il y a 20 ans. Mais vous savez combien je fais vivre comme Camerounais dans ma structure? 1 500 000 déjà. Rien que du côté de la sécurité. Et dans le domaine du football, il y a beaucoup de gens. Et je pourrais avoir des dizaines d'immeubles. Je fais quoi avec? Quand mes combattants souffrent, je ne vois pas pourquoi je dois me permettre de faire comme les opposants qui cherchent seulement la présidence de la République. Oui, Jean Pochou. Oui, Serge Alain, moi je pense que quand on parle des opposants, moi je pense que le RDPC, ou alors au RDPC on voudrait que, comme le président Biya est là, qu'il n'y ait plus d'autres candidats à l'élection présidentielle. C'est lui qui a permis Oui, mais justement, s'il a permis... Justement, s'il a permis... C'est lui qui a permis justement, la démocratie. Justement, il avait dit au RDPC que vous devez vous préparer à la concurrence. Voilà. Donc, s'il a permis... Mais les concurrents ne sont pas à la hauteur. La concurrence... Non, c'est vous qui dites que les concurrents ne sont pas à la hauteur. Non, je suis d'abord jeune. Quand vous fustisez un jeune... Vous ne savez pas, tu ne peux... Lui n'a pas fini, toi tu as fini de travailler. Pourquoi c'est pas toi qui deviens président? Lui, il n'a même pas fini encore de ses études. Président année de doctorat, il va aller faire quoi? Quand il va c'est pas la bureaucratie. Président Fetieu. Être président n'est pas une bureaucratie. Président Fetieu. Il faut avoir de l'expérience sur le terrain. Il n'y a que le président qui a ça. Président Fetieu, lui, il est en doctorat. Oui, il a justement... C'est votre avenir. Oui, mais mon avenir ne se trouve pas dans les mains de quelqu'un. Donc, il est en doctorat. Il est en doctorat. Moi, j'ai un bac plus demi. Je peux décider que je m'arrête là et je fais ma vie sans avoir grand souci de finir toutes les études de la terre. Ça, c'est la première chose. Oui, non, mais c'est pas son cas. Il a certainement décidé que pour moi, je m'arrête là. Je veux faire ça. Il a encore étudié. Un jeune. Il a quelle expérience? Toi, tu acceptes qu'il vienne être président de la République?
Non, je vous êtes journaliste, je vous pose la question. Mais attendez, si je vous pose la question à ce journaliste. Non, attendez, je vous pose la question. Je vais répondre, Sans expérience, posez votre les Camerounais ne sont pas les idiots. Monsieur Joseph, vous-même, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez les couilles pour être président de la République? Mais bien sûr, je peux. D'abord, vous avez l'expérience? Oui, j'ai l'expérience. Vous gérez combien de personnes? Si je gère déjà mon propre foyer, j'ai l'expérience. Donc il faudrait pas... Vous devez gérer 24 millions de foyers. Président Joseph Futhieux, moi je dis toute raison gardée. Soyez sérieux. Toute raison gardée. Ayons le minimum. Toute raison gardée à tous les militants du RDPC, même ceux qui interviennent sur les plateaux, ayons le minimum de logique, parce que la vie d'un être humain ne lui appartient pas. Vous faites aujourd'hui comme si le président Biya, par un coup, si comme on dit vulgairement au quartier, le Seigneur le rappelait, le Cameroun allait s'arrêter. Non, donc ne dites pas que... Non, attends, vous pouvez pas dire que le Seigneur le rappelle, parce que le président Paul Biya, ce n'est pas lui qui a voulu être dans la République. Dieu l'a placé. C'est un choix de notre... Il est donc éternel. Mais attendez, et deuxième chose, si aujourd'hui le président Paul Biya dit, ok, je ne veux plus être candidat, mais la bataille que vous allez vous faire au RDPC, vous n'allez pas dire que le président Biya, non, nous voulons... Les gens vont se positionner. Donc, ne faisons pas comme si le président Biya n'a jamais dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Les concurrents ne sont pas à la hauteur. Ils n'ont pas d'expérience. Regardez par exemple, M. Samuel Eto'o qui a construit le pavillon là-bas. Président, vous mesurez l'expérience avec quoi? Avec les œuvres qu'on fait pour le bien-être du Cameroun. Merci, Président. On vous a suivi. Je suis très embêté. Cyril Sambaka, je vais poser une question. L'UDC au pouvoir n'aurait pas fait ce genre de dotation aux administrateurs? Non, vous savez, ces dotations doivent être l'objet d'une loi. Oui. Comme disait Philippe Kanga, il faut... Oui, ça doit être l'objet d'une loi. On sait qu'on a voté une loi de 50 milliards pour les élections. Les partis, pour les candidats, ont eu combien? 150 millions, c'est ça? Je pense, hein. 9 candidats, environ 150 millions. Mais lui, il a dit 15 millions. Non, ça, je dis l'ensemble des candidats. Sur 50 milliards. 15 millions déjà. Je dis 15 millions par candidat. Donc, environ 130, 150 millions pour tous les candidats sur un budget de 50 milliards. C'est ce qu'il faut dire. Et sur ce budget de 50 milliards, tout ce que les partis politiques de l'opposition ont eu, c'est chacun 15 milliards. C'est pour ça que j'ai été surpris. 15 millions. 15 millions. J'ai été surpris quand même que on me dise que, ben alors, que vous vous attendiez à quoi? Non. En réalité, on a augmenté le budget, vous vous rappelez, et il n'y a pas eu les élections municipales ni législatives, mais on avait 50 milliards. Pour dire quoi? Pour dire que moi, j'aime beaucoup le président Futhieux. Je pense que lui aussi me retourne ça bien. Mais il y a quelque chose pour lequel je ne peux pas être d'accord. Parce que quand on me parle de Samuel Eto'o qui a fait ci, qui a fait ça, c'est un monsieur qui aime son pays. Voilà. Et il fait beaucoup de choses pour son pays. Voilà. Mais son pays lui a aussi fait beaucoup de mal. Vous vous rappelez des problèmes de Kribi où il a voulu faire quelque chose de colossal. Il a été obligé d'aller faire ça au Gabon. Donc il y a plein de choses comme ça. Deuxièmement, le Cameroun ne peut pas se faire par les vieux. Le Cameroun doit se faire avec tout le monde. Qu'est-ce que vous appelez vieux? Non, je veux dire que... Pour vous, vieux, c'est à quel âge? Non, moi je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai commencé la politique, j'étais aussi jeune. Il y a de cela bientôt 30 ans. J'étais aussi jeune. Mais vous êtes toujours jeune. Vous voyez? Vous êtes toujours jeune. Non, j'étais aussi jeune. Non, mais heureusement que je me suis inscrit dans une politique où on m'a expliqué dès le départ qu'il faut l'endurance. Parce que la politique, c'est une course de fond. On n'est pas forcément dans la vitesse pour atteindre ses objectifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé après nous? Après la désillusion de 92, qu'est-ce qui s'est passé? Les jeunes ont déposé. Les jeunes ont déposé. Il y a 20 ans que les jeunes n'ont pas bougé comme ils sont en train de bouger au Cameroun aujourd'hui. Il faut le dire, parce qu'ils étaient devenus du bétail électoral. Ceux qui avaient accepté de s'occuper de la politique, c'était pour vendre leur voix. Vous comprenez? Aujourd'hui, quel est l'homme politique qui ne peut pas être content du fait que les jeunes veulent revenir, sont en train de revenir en politique? Mais c'est très bien. Parce que ça permet une transition. Ça permet, n'est-ce pas, que les choses se suivent, alors que nous, de notre époque, nous nous sommes engagés jeunes, mais après nous, il n'y a plus personne. Mais je vous ai dit... Les jeunes se sont mis de côté. C'est la raison pour laquelle, hier, il y avait des jeunes
qui, après avoir fait leurs études, étaient embauchés par des multinationales et tout. La multinationale devenait leur pays. Ils n'avaient plus de pays. Vous les voyez le week-end avec leurs épouses, avec un trolley, dans les supermarchés, en train d'acheter des trucs, aller s'enfermer dans leur appartement. Et il y avait les jeunes sans emploi qui sont sortis de l'université, d'autres qui estiment qu'on n'a rien à manger. Dès qu'il y a la moindre occasion, on trempe la main. Aujourd'hui, ça commence à changer. Et comme ça commence à changer, ça veut dire qu'un espoir est en train de naître. Mais cet espoir, je vous ai dit à la télé plusieurs fois que le président de la République, quand vous lui donnez la possibilité de gérer notre pays, il s'appuiera beaucoup sur les jeunes. Mais bien, avec l'expérience qu'il a, avec la sagesse qu'il a, avec tout ce qu'il a, il devra donc... Je vais vous donner un petit exemple sur le problème de la jeunesse ici à Douala même. Vous avez vu le pont qu'on a mis sur le Fourie en remplacement de la... Parce qu'on nous dit qu'il y a 2 ponts, mais en réalité, il y a un pont. En remplacement de celui qui était vétuste. L'ancien pont, on a mis ça parce que les benskinners doivent passer là-dedans. Donc, si on commence à investir pour les benskinners, ça veut dire que ne vous attendez pas à avoir un tramway d'ici peu, hein, parce qu'on est en train d'aménager les voies pour les benskinners. Ça fait mal. Non, ça fait mal d'autant plus que... Il y a la voie pour les trains. Non, le train, c'est autre chose. Ouais. Je dis ça fait mal d'autant plus que on se dit, mais c'est pas possible. On a commencé avec certains pays en Afrique, ils sont en train de nous dépasser, et nous, on continue. Et cet esprit de mendicité, il faut que ça s'arrête au Cameroun, parce que le Cameroun a un potentiel qui permet à tous les Camerounais d'être bien et de venir. Donc, pour revenir à votre sujet, il ne peut pas s'étendre, il ne peut pas s'arrêter là, parce qu'il y a des ramifications tout autour, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que l'argent est devenu... Au Cameroun, on dit, on achète tout. Le problème, c'est le prix. Voilà. Or, il faut qu'on arrête avec ça. Ok, justement, Wilfried Ekanga, vous y voyez une incidence sur le dimanche 7 octobre? Oui. Cette distribution de... Elle peut pousser les gens, justement, influencés par leur élu local, parce qu'on vote par fraternalisme, par rapprochement quelconque, plutôt que par conviction sur un projet politique donné. Ça peut y arriver et c'est pour ça qu'avant de développer, je tiens à préciser que nous n'avons pas intérêt à faire de ce plateau ce soir une émission théâtrale parce qu'il y a des millions de Camerounais qui nous regardent et comme nous sommes les représentants de nos partis respectifs, ils veulent savoir les offres politiques de chaque parti pour déterminer en toute autonomie la solution qu'ils vont trouver. Donc il ne faut pas, c'est-à-dire dans une logique de distorsion ou alors d'amener les présentateurs de projets ou les représentants de partis à perdre le fil de leur programme, il ne faut pas empêcher l'expression justement de ce qui va amener les gens aux urnes le 7 octobre. C'est pour ça que je prierai, avec tout le respect qui est le sien, parce que j'ai souffert de ne pas l'interrompre quand il s'exprimait, quoique j'avais des griefs à apposer à son avis, je le prierai aussi de ne pas interrompre mon développement. S'il fallait être double docteur... J'ai compris. S'il fallait être double docteur pour diriger un pays, l'Algérie de Ahmed Ben Bella n'aurait pas connu le développement qui est le sien aujourd'hui. Avec les docteurs que nous avons partout dans l'administration, nous sommes en train de dire qu'on est incapable de gérer. Pourtant, juste après ce qu'on a appelé les accords d'Évian du 18 mars 62, l'Algérie est sortie en 63 de la servitude monétaire. Thomas Sankara, qui a fait ses classes notamment ici à Yaoundé, au Burkina Faso, en 83, lorsqu'il prend le pouvoir et atteindre le Burkina Faso à faire que son pays atteigne l'autosuffisance alimentaire en moins de 4 ans, il n'avait pas de doctorat. Il en est de même pour beaucoup de nations africaines. Justement, beaucoup moins bureaucrate que le Cameroun. Si le doctorat développait un pays, le Cameroun serait plus industrialisé que la Suisse. Donc voilà, il ne faut donc pas se leurrer, il ne faut pas fausser les débats dans ce registre-là. Les enjeux du Cameroun sont importants. L'incidence, justement, de cette application sur les élections, c'est parce qu'il y a une absence criarde de projets solides de la part de ceux qui dirigent aujourd'hui. La population n'existe pour le RDPC et pour son président
qu'à l'approche des élections et tous les mécanismes sont bons. On dit, ça s'appelle la drague politique et la drague, elle est subtile. On vous présente un miroir très joli, mais derrière le miroir, il y a autre chose qui n'a rien à voir avec la réalité. On réussit l'exploit de vous faire comprendre que c'est rationnel que les promesses qui vous ont été faites il y a 7 ans ne soient pas tenues. Aujourd'hui, vous avez parlé du tramway dans la ville de Douala. La promesse du tramway, c'était en 2011. Quand on parlait des grandes réalisations, parce qu'après les grandes ambitions que nous prenions pour des réalisations, on nous a fait comprendre 7 ans plus tard que non, en fait, on avait pris 7 ans juste pour avoir des ambitions, maintenant 7 ans. Il fallait pour les 7 ans à venir réaliser. 7 ans plus tard, il n'y a toujours pas de réalisation. Le tramway à Addis Abeba, à côté, il y a à peu près 450 millions sur la coopération franco-chinoise, sino-éthiopienne. Est-ce que le Cameroun a présenté à la population le projet, les principaux bailleurs de fonds, les mécanismes du partenariat, ou alors s'est-il contenté d'afficher une photo très jolie et de faire croire à la population que voilà, quand vous aurez ça, vous serez développé? C'est cette manipulation-là, cette absence de respect de la population qui conduit au résultat que nous avons aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes restés amorphes, nous, la population camerounaise, incapables d'ouvrir nos yeux à justement cette drague politique qui nous a été présentée, et les résultats sont là, c'est-à-dire qu'il y a absence de résultats. Pour qu'il y ait donc de changement de paradigme, il faut donner la chance. Pas parce qu'ils sont sains, parce qu'ils sont parfaits ou bien parce qu'ils sont meilleurs, mais forcément parce qu'ils présentent une autre idée. Elle peut être pire, mais elle peut être aussi meilleure. En tout cas, on a les faits qui nous disent que les mesures présentées jusqu'ici n'ont pas fonctionné. Alors, par exemple, vous avez dit que les opposants ne présentaient rien. Une petite anecdote qui va certainement vous intéresser. À moi, qui tiens l'étiquette d'opposant aujourd'hui parce que je défends un parti qui veut la magistrature suprême à la place du RDPC, nous avons élaboré dans le cas de la fameuse Monique Oumatekel que j'ai mentionnée. J'ai le temps de parole pour m'être petit par rapport à ce que les autres disent. Hein. Oui, lorsque l'exemple il est important parce qu'il est factuel, il faut que les populations comprennent ce qu'on appelle développement. L'État, c'est le gouvernement et les populations, c'est-à-dire chacun a à travailler pour améliorer ses conditions. C'est pour ça que moi, en tant que Camerounais lambda, en tant que Camerounais de la société civile ou Camerounais de la diaspora, avec certains de nos compatriotes dans la diaspora, nous avons par des petites cotisations mobilisé les fonds qui ont permis de scolariser les enfants restants de feu Monique Oumatekel et justement de prendre en charge depuis 2 ans, depuis le 12 mars 2016 où elle a perdu la vie, une vingtaine de femmes au Cameroun qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. C'est comme ça qu'à l'échelle personnelle, à l'échelle collective, à l'échelle de l'opposition, si vous voulez, nous avons élaboré des projets. L'État qui a des moyens bien plus colossaux que nous et qui est incapable de les mettre à disposition où les administrants se font eux-mêmes soigner à l'étranger, matérialise l'échec cuisant qu'est sa politique et il ne peut justement convaincre la population qu'en monnayant comme il le fait dans le cas actuel. Ok, voilà, on va revenir sur la thématique centrale, c'est cet appui financier, l'incidence de cet appui sur l'élection du dimanche 7 octobre. Quelle incidence ce geste, on va le mettre entre guillemets, du ministre de l'administration territoriale peut avoir sur l'élection de dimanche? Bien. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire à M. Yves la part de 2011 des promesses qui ont été données. Non, restons, je vous en prie, restons dans le sujet. Quand lui a parlé, vous ne l'avez pas coupé. Oui, restons dans le sujet. Bon, une petite seconde. En 2011, il avait 20 ans, parce qu'il a 27 maintenant, et il récite seulement ce qu'on lui a dit de dire. Mais il faut savoir qu'en 2011, le plan a promis des grandes réalisations. Il a réalisé, il y a le port en eau profonde à Kribi. Il y a 2 ponts qui vont se réaliser ici. Okay. Il y a aussi au nord, on appelle ça les grands travaux. Il y a là-bas à l'Ardo, au nord là-bas. Il y a des très grands travaux. Il y a l'autoroute aussi qui est en train de se faire pour Douala, Yaoundé et tout ça. Et ils vont aussi faire la route, l'axe pour aller à revenait donc au sujet. Bon, maintenant pour revenir, c'est pour éclairer ce matin. Vous avez répondu. Voilà. L'incidence sur l'incidence le 7 octobre. Cette petite somme dont on en fait couler l'encre, 3 millions, vraiment, pour moi, c'est tellement petit. Non, il n'y a pas que les gouverneurs. Pourquoi vous restez sur les préfets aussi. Il y a aussi les préfets. 700 000, c'est pas l'argent. C'est-à-dire que vraiment... 1 500 000. Oui, et puis il y a encore 700 000 pour les préfets. Secrétaire généraux. Mais toute l'enveloppe fait plus de 500 millions, plus de 600 millions. Je vais vous dire une chose. Quand, par exemple, il y a danger la nuit, puis je suis dans la sécurité, à qui je m'adresse? Je m'adresse aux autorités. À le préfet que j'avise d'abord.
qu'il y a tel problème à tel endroit. Le préfet, lui, il appelle donc les éléments des forces de l'ordre. Or, les hommes sur ils ne se déplacent pas avec de l'eau. Il faut mettre de l'eau. C'est-à-dire qu'il y a des interférences ponctuelles qui n'ont rien à voir avec les trucs classiques. C'est-à-dire qu'on peut déplacer les gens même 10 fois, alors que c'était prévu qu'on les déplace une seule fois. Donc ça, ce sont des trucs imprévisibles qui se posent très souvent. Donc vraiment, que les gens ne traînent pas là-dessus. Il faut comprendre que les élections au Cameroun, pour être présent au Cameroun, ce n'est pas les urnes. Le problème, c'est que, comme dit le président Sambaka, c'est la première fois qu'on rend ça public. Pour avoir rendu cela public. N'oubliez pas que le ministre de l'administration territoriale vient aussi d'être nommé. Oui. Donc il a aussi sa méthode. Sa nouvelle méthode. C'est donc sa nouvelle méthode. C'est la transparence? Voilà, on peut dire ça. Oui. Peut-être que lui va me cresser quelque part avant que je continue. Avant que tellement temps de parole est trop petit. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant, 2 ou 3 escales pour le 20h. Ce soir, nous parlerons de la visite éclair du président de la CAF à Yaoundé, Ahmad, qui n'envisage pas de retirer la CAN au Cameroun en 2019. Néanmoins, il met la pression sur les pouvoirs publics. Nous évoquerons également la campagne électorale, comment le RDPC se mobilise autour de son champion, mais aussi les autres candidats à cette élection présidentielle. Nous parlerons également des cacaoculteurs qui s'engagent à améliorer leur capacité de production. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h que va présenter une fois de plus pour vous Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau Equinox ce soir. Nous avons sur ce plateau également avec nous Edmond Kamgia. Bonsoir. Bonsoir, Serge Otto. Voilà, bienvenue. Vous êtes éditorialiste. Vous travaillez pour le quotidien La Nouvelle Expression. Tout à fait. C'est bien cela. Je salue les copanélistes et les téléspectateurs. Voilà. Merci. Jean Pochunian, dites-moi, Ahmad, au Palais de l'Unité aujourd'hui, il a dit à Mondovision qu'il n'a jamais été question pour la CAF d'un quelconque retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun. Décidément, il y a un journal qui a titré Ahmad joue avec les nerfs des Camerounais. Bon, vous êtes d'accord avec ça? Bon, je pense que je ne suis pas à la place du journaliste seul sait pourquoi. Au regard des événements, de tout ce qui s'est dit depuis. Oui, au regard des événements, sauf que jusqu'ici, Ahmad n'avait jamais fait une sortie officielle. Je voyais des posts faits sur Facebook où on mettait des propos entre guillemets, les attribuant à Ahmad. Donc ces propos pour moi ne faisaient pas foi. Donc si Ahmad était sur sa posture de ce qu'il allait retirer la CAN au Cameroun, je pense qu'il serait allé au bout de sa logique. Et il y a eu beaucoup d'interprétations, Il faudrait que les gens sachent aussi que le football, ou bien le sport en général, c'est aussi de la politique et c'est aussi de la diplomatie. Donc, Ahmad qui vient au Cameroun, même si on va dire qu'il vient rassurer le président qu'on ne va pas retirer la CAN au Cameroun, ce qui n'est pas mauvais, parce qu'il y avait tellement de dire et de non-dire que je pense que cette visite d'Ahmad vient finalement taire à jamais les soupçons, les suspicions qui existaient autour de là. Il a dit de sa propre bouche qu'il n'a jamais été question. Alors, qui de mieux peut-on considérer que les propos sortis de la bouche d'Ahmad? Donc moi, je ne perçois pas ça comme... je pense qu'il est venu rassurer les Camerounais. Je préfère prendre ça comme ça. Et s'il est honnête, sincère dans ce qu'il a dit, nous aurons le temps de voir. Mais ça ne voudrait pas aussi pour autant dire qu'on va dormir sur nos nourris. Si d'ici là, c'est le Cameroun même à un moment qui va dire que voilà, nous ne sommes pas prêts. Donc si maintenant Ahmad le Cameroun va se retirer à lui-même. Non, je veux dire que si Ahmad est venu dire qu'il n'a jamais été question de retirer la CAN au Cameroun, ça veut dire qu'on maintient l'intention de départ. Maintenant, si d'ici là, le stade de Japoma n'est pas achevé... Là, c'est le Cameroun qui sera... Oui, mais dans ce cas-là... Si toutes les infrastructures devant habiter la CAN ne sont pas achevées, dans ce cas-là, la CAF
la CAF se retrouve dans l'obligation de retirer la CAN et l'attribuer à un autre pays. On ne dira pas que Ahmad s'est dédié dans ses propos. Non, je ne pense pas. Donc, il vient rassurer les Camerounais, continuer ceux qui sont chargés d'organiser ou alors de suivre tous les projets qui entourent cette Coupe d'Afrique des Nations, de continuer. Si on ne respecte pas, ça ne veut pas pour autant dire que les délais que la CAF a fixés, ces délais vont bouger d'1 centimètre. Donc, je pense que c'est tant mieux, ça vient taire tout ce qu'on avait comme querelle sur cette question. Ufi de Kanga, est-ce qu'on devrait être là, se mettre la pression? Parce que on sait que c'est depuis 2014 que nous avons cette organisation. Non, on ne devrait pas se mettre la pression, ça aurait dû être géré depuis longtemps. Depuis bien longtemps, et c'est justement cette lenteur-là dans la réalisation, alors qu'on parle de réalisation effective, que nous trouvons malheureusement dommage. En Côte d'Ivoire, le stade des Bimpe à Abidjan, qui doit accueillir la Coupe du Monde 2021, est prévu de terminer en octobre 2019. La CAN 2021. Autant pour moi, est prévu de terminer en octobre de cette année, c'est-à-dire 2 ans avant. Au Cameroun, on se vante, on en parlait récemment sur un plateau avec le secrétaire général au ministère de la Communication qui disait que voilà, à 6 mois de l'échéance, les travaux seront finis parce que bon, le délai c'est il y a 3 mois. Comme le délai c'est il y a 3 mois, même si on nous a livré le travail en 2014, on n'a pas de problème, on n'a pas de honte à cela. C'est pour ça qu'il est important, lorsqu'on parle de rencontres sur les idées, l'échange des différentes propositions des partis, il faut rester factuel. Tout à l'heure, Maître parlait du marché attribué de 14... Le capitaine Futcher parlait du marché de 14 milliards qui aurait été détourné par Vous avez été très touché par ça. Il m'a été suggéré d'apporter justement la rectification parce que pour moi, il est évident que c'est un non-sujet. C'est justement parce que cela fait de la diversion au lieu qu'on se focalise sur les sujets de fond. Et justement, voilà, le professeur ne figurait plus dans le cabinet final qui a élaboré justement ces mécanismes. Mais étant donné qu'il était membre fondateur du fameux Brain Trust, il est impliqué dans cette affaire. Mais dans les détails, il n'en est rien, c'est de la diversion. Pour revenir au sujet principal. Le stade de Boang Bakoko de Douala, qui a une capacité de 50 000 places, va coûter à peu près 150 milliards de francs CFA. Quand le stade d'Abidjan, qui a 10 000 places de plus, va coûter 50 milliards, c'est-à-dire 100 milliards de plus. Il faut expliquer aux Camerounais le projet derrière. Quand on parle de l'article 66, quand on parle de la ratification du contentieux sur la déclaration des biens, il faut expliquer pourquoi il y a ces fonds supplémentaires pour des infrastructures qui ont une capacité moindre, où va cet argent, comment cela est géré, etc. C'est justement parce qu'on n'est pas focalisé sur là qu'on se retrouve, parce que ce n'est pas ce qu'on voulait, on voulait cet argent, qu'on se retrouve à l'approche des échéances avec ce déficit de réalisation. Et après, on va se rendre compte que l'argent finalement n'est pas suffisant, alors que le minimum qui devait être réalisé n'est même pas encore fait. Donc la CAF, même si le président ne s'est pas prononcé de manière directe, il y a des mots qui lui ont été attribués, mais on sait que la CAF a exercé quand même en tant qu'institution des pressions sur le Cameroun en disant quand est-ce que vous aurez terminé. On ne peut pas courir le risque de se dire vous aurez terminé 3 mois avant parce que les délais demandent de terminer 3 mois avant. Il faut garder la possibilité, donner la possibilité à un autre pays de se préparer au cas où le Cameroun ne pourrait pas terminer ses travaux. Donc on ne devrait pas se réjouir, et c'est simplement par langage diplomatique, parce que voilà, il y a eu la rencontre avec le président, par politique, que le président de la CAF dit voilà, il n'a jamais été question de retirer à la CAN. Il faut faire de la réelle politique. On doit sortir du mirage et vivre le monde dans la réalité qui est la sienne. Nous ne devons pas nous féliciter de nous retrouver autant sous pression. Ouais, voilà, justement, j'allais justement vous poser la question, Edmond Kamgia. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre discours? On a vu le président dans un jet, Samuel Eto'o, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT, reçu ensuite par le ministre des Sports, ensuite le palais d'Etoudi. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à un autre discours de la part d'Ahmad aujourd'hui? Je ne pense pas. Je pense que le décor tel qu'il s'est planté montrait très bien que l'on a assisté à une rencontre plus diplomatique que sportive. Et le contexte dans lequel cette rencontre montre si bien l'intérêt même du sujet. Vous savez, on l'a dit sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'informations
qui ont circulé, qu'on a attribuées à Ahmad Ahmad, laissant penser ou faisant croire que Ahmad Ahmad aurait poursuivi avec la pression sur le Cameroun et se donnant la possibilité, après l'élection présidentielle, à se prononcer sur la position de la CAF par rapport à l'organisation de la CAN au Cameroun. Et le voilà qui est arrivé au Cameroun, avec le président du comité de normalisation, et surtout l'ancien capitaine Samuel Eto'o, qui, il faut le dire ici, depuis un certain temps, est plus ambassadeur qu'autre chose, dans la réalité. L'image du Cameroun. Il est ambassadeur de l'image du Cameroun depuis un certain temps. Ambassadeur de la CAN 2019 au Cameroun? Probablement. Non, Eto'o défend une CAN au Cameroun 2019? Il faut le dire. Les actes qu'il pose montrent à suffisance. Mais comment comprendre depuis le déroulement? Edmond Kambia, comment comprendre qu'il y a une frange de Camerounais qui est complètement, qui ne veut pas que ça se passe au Cameroun? Parce qu'ils disent qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut gérer. Que ce n'est pas une priorité. Comment comprendre cette attitude? C'est une attitude paradoxale. Mais en réalité, il faut comprendre les Camerounais que nous sommes. C'est parce que beaucoup d'entre nous, en cet amour profond, sont des patriotes. Vous savez, on dit qui aime bien châtie bien. Au fond, ceux qui disent qu'ils ne veulent pas qu'on organise la CAN au Cameroun, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas de l'organisation d'une CAN au Cameroun. C'est parce qu'ils souhaitent que si une CAN doit être organisée au Cameroun, il faudrait que ça se passe dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions sur le plan matériel, sur le plan organisationnel, que les stades soient à la mesure de l'image que le Cameroun reflète à l'international. Moi, je perçois cela ainsi, pour ceux qui ne voudraient pas que la CAN soit organisée dans les conditions actuelles. Okay. Mais moi, pour ma part, comme pour beaucoup que je connais autour de moi, nous voulons qu'il y ait une CAN au Cameroun. Qu'après 72, que le Cameroun puisse organiser enfin une autre CAN. Nous n'allons pas toujours gagner la Coupe d'Afrique des Nations dans les autres pays et nous pas l'organiser aussi chez nous. Ce d'autant que nous sommes détenteurs du titre. Le défi est grand. Le défi est grand. Donc je disais tantôt que cette visite était très importante. Elle vient dissiper des malentendus. Elle vient, n'est-ce pas, taire un certain nombre d'informations qui ont circulé, qui laissaient croire, parce que le ton de l'information qui circulait laissait croire véritablement que nous n'étions pas sur la bonne piste. Qu'il était fort probable que la CAN ne soit pas, que la CAF n'allait pas permettre au Cameroun d'organiser la CAN. Mais cette visite dissipe les malentendus et nous donne l'espoir que c'est encore possible que la CAN soit organisée. Mais en réalité, la balle est dans notre propre camp. Voilà, justement. Capitaine Vethieu, le président de la CAF est là. On va organiser cette CAN. Voilà, après un tour chez votre champion, président de la République. Voilà, vous savez, vous me donnez toujours très peu de temps, c'est terrible. Je voudrais vous dire une chose. Vous les jeunes, vous ne voulez pas écouter quand le président parle. Le président avait dit la CAN se fera au Cameroun. Le jour dit. Voilà. C'est-à-dire que quand ça vient du numéro 1, le premier sportif camerounais, nous devons lui faire confiance. Vous verrez que la CAN se fera au Cameroun. C'est-à-dire, impossible n'est pas camerounais. Vous savez, qui aurait cru que le chef d'État pouvait arriver à circoncire Boko Haram? Mais quand il est venu de sa tournée, il a dit, je suis venu combattre Boko Haram. Il l'a fait. Maintenant, la crise anglophone, qui n'est pourtant pas une crise par les Camerounais, parce que n'oubliez pas une chose, les grandes puissances veulent affaiblir les pays africains pour avoir toute la domination. On est sorti de l'esclavage, maintenant on est encore entré dans notre domaine de l'esclavage. C'est-à-dire, ils veulent donc encore nous rendre à l'état initial. C'est pour ça qu'il faut que toute la jeunesse réfléchisse positivement. Ça ne sert à rien de courir. Vous savez, c'est pas. Il y a 9 candidats pour la présidence. Mais il y a un seul siège. Mais quand quelqu'un va s'asseoir sur ce siège, vous permettez comme ça là, quelqu'un qui n'a aucune expérience, d'autres qui n'ont même pas une responsabilité quelconque. Je vous ai dit que tant que vous n'avez pas l'expérience de gérer au moins 5000 personnes,
pour 5 millions de vous personnes. sortez du sujet, après vous allez vous plaindre qu'on ne vous donne pas assez de temps. On est en Voilà, train de parler de l'arrivée du président de la CAF. Oui, il faut faire un virage. Pour aller. Un virage. Mais après vous allez vous plaindre on a un sujet. Madame, est-ce que sa sortie, ce qu'il a déclaré aujourd'hui, tout dit, est-ce que ça veut dire que nous allons organiser la CAF? Bien sûr, et je vais vous dire une chose. Oui. Le président de la CAF, il aime très bien le Cameroun et les Camerounais. Comment vous le savez? Il a toujours fait pression sur les Camerounais pour l'organisation de la CAN. Il a toujours attiré. Il a envoyé des émissaires pour regarder et puis donner des réponses. Est-ce qu'on avait besoin de ça alors qu'on a on nous a confié le truc en 2014? Vous m'avez demandé quelles sont les preuves. Je suis en train de vous dire comment ils aiment nos pays. Pourquoi vous avez traîné entre 2014 se mettre la pression maintenant? Pourquoi? Mais vous savez que, je vous dis, le Cameroun, c'est le Cameroun. Il faut savoir que ce que je peux faire maintenant là, j'ai vous le mettez à demain. 66 ans. Le jeune qui est là, il ne peut pas courir plus vite que moi. Bon, le problème, le suivant, c'est que il faut savoir que la vieillesse, comme avait dit monsieur le représentant de Ndamjoua, il dit que le président est vieux. Mais je vous dis une chose, le prophète Moïse, quand il a sorti le peuple d'Israël de la servitude, il avait déjà 80 ans. D'Égypte. L'Égypte, il avait déjà 80 ans. Alors c'est pour vous dire que c'est Dieu qui donne la force et la puissance. Donc, quand vous voyez comment le président Paul Biya, vous le voyez, c'est comme un jeune de 50 ans. C'est pour vous dire que c'est Dieu qui nous donne cette force-là. Personne ne peut. Il y a des jeunes qui meurent à 20 ans. Mais alors, si Dieu l'a préservé jusque-là, ce n'est pas pour rien. Donc, la CAN se fera au Cameroun parce que monsieur le président de la CAF a tout fait pour attirer notre attention. À chaque fois, parce qu'il y a des gens qui lui donnent des renseignements ici. Et à chaque fois, il envoie les émissaires pour nous encourager à bien faire notre travail. Et il en est arrivé à un stade où il voit que c'est déjà très bien avancé et il vient encore nous bousculer encore un peu pour qu'on achève ça. Parce qu'on peut achever tout cela avant décembre. Et maintenant, y compris les routes qui mènent à tous ces stades, c'est très vite fait. Donc il faut donc faire confiance à notre chef d'État. Et cette confiance, vous allez voir. Je reste avec vous, capitaine Fetché. Samuel Eto'o a déclaré aussi, dans la même veine, qui soutient votre champion. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça me fait un réel plaisir de voir qu'il y a enfin un jeune qui, n'est-ce pas, est conscient que notre chef d'État a toutes les possibilités de tout faire pour que notre camp puisse se réaliser comme lui-même l'a promis. Monsieur Samuel Eto'o, il faut vraiment le féliciter beaucoup parce que ce jeune Camerounais a beaucoup de drapeau camerounais dans tous les domaines, surtout dans le domaine de sport. Il s'est toujours battu pour que le Cameroun rayonne au très haut niveau dans le domaine du football. Et il s'est encore penché, quand il a laissé le football, sur le domaine de la santé du peuple camerounais. Je vous ai dit, le grand pavillon, et allez visiter son grand pavillon à l'Ekentini, très bien équipé. C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui, d'un élan de cœur patriotique, a voulu aider. Les opposants sont bavards, il n'y a même pas une roue qu'ils ont goudronné. Moi, je veux vous dire, c'est leur rôle. Mais attends, moi, chez moi, j'ai mis même la lumière, les lampadaires sur la route qui entre chez moi là-bas, à Djouka, à Banjoun. J'ai éclairé la route. J'ai fait un grand stade de football éclairé et gazonné. Les gens ne viennent pas voir, mais c'est là que mon équipe s'entraîne. Et j'ai fait une église pour que, là où mon ancien église, très bien. Okay. Maintenant, vous voyez, c'est ça qui prouve que vous aimez vos compatriotes. Okay. Moi, je ne serai pas là demain, mais ce n'est pas que c'est moi qui vais manger. Ça ne mange pas. Okay. Donc, je demande aux opposants de faire des efforts pour faire quelques réalisations, pour au moins montrer dans les élections à venir qu'ils ont déjà fait au moins quelque chose pour le Cameroun. Edmond Kambia, je vous remercie. Qui demande à soutenir Paul Biya. Un commentaire? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais réagir un peu à ce que le capitaine Fetché a dit tantôt, parce que vous avez accusé les puissances internationales, les puissances étrangères, oui, c'est vrai. Soi-disant de vouloir déstabiliser le Cameroun. C'est vrai. Mais en réalité, il s'agit plutôt de la malgouvernance. Chaque fois qu'il y a la malgouvernance, vous accusez les puissances internationales. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la malgouvernance? Ce ne sont pas les puissances internationales qui sont à l'origine des détournements au Cameroun. Qu'est-ce que ça a à voir avec les puissances internationales qui demandent de ne pas construire les routes, les infrastructures. Non, c'était juste... C'était juste un petit détail avant de répondre à votre question. Posez-moi la question. Moi qui suis de la sécurité. On n'a pas posé de question. Je suis de la sécurité. Je réagissais sur ce que vous avez dit. Je suis de la sécurité. Soyons aimons notre pays, mais disons la vérité à nos compatriotes. Je suis dans la sécurité. Sur le soutien de Samuel Eto'o.
nous observons, après celui d'un autre ancien capitaine, Sombana, qu'on a vu dans la campagne, en train de soutenir le président candidat, enfin, maintenant celui de Samuel Eto'o. En réalité, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par rapport au rôle que joue depuis, je le disais tantôt, Samuel Eto'o pour le football camerounais et pour le sport en général. Parce qu'il est en mission depuis, particulièrement, depuis que le Cameroun s'est engagé à organiser cette CAN. Et à chaque fois qu'il a été appelé à servir, à dissiper les malentendus, on a vu ce qu'il a fait. Notamment, vous savez que le Maroc s'était positionné pour récupérer l'organisation de la CAN. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. L'Algérie aussi. L'Algérie aussi. Et on a vu comment Samuel Eto'o s'est rapproché du président non seulement de la CAF, mais même de la FIFA pour intervenir auprès des dirigeants de ces pays-là. Et on a vu la suite. Donc, c'est une conséquence logique. Je ne peux pas juger Samuel Eto'o. Il est libre d'embrasser l'étiquette politique qui lui convient. Et dans le cas d'espèce, je pense que c'est une suite logique par rapport au travail que le président candidat lui a attribué. Il ne fait que continuer le travail. Maintenant, pour le reste, les autres joueurs actuels de l'équipe nationale ou anciens sont libres d'adhérer à une formation politique de l'opposition. On a par exemple vu Juffery Ngonga être derrière le tireur de pénalty. Il a fait son choix. Donc je ne serais pas surpris de voir d'autres anciens lions ou d'autres anciens couches se mettre derrière d'autres candidats. Que ce serait tout simplement logique. C'est-à-dire que chaque Camerounais est libre d'embrasser le parti politique qui lui convient, selon ses convictions. Quand vous parlez de sport, le président de la République est le premier sportif, tous les sportifs sont derrière lui. Sur ce soutien de Samuel Eto'o à Paul Biya. Oui, le président de la République est le premier sportif. Vous avez même dit que, en dépit de mon jeune âge, je suis moins rapide que vous. Je vous le concède. Sauf que le RDPC est forcément moins rapide que le MRC dans la réalisation des projets si nous étions à la magistrature, parce que l'implantation et la cote de popularité du MRC depuis son implantation il y a 6 ans est telle que s'il avait été à la magistrature suprême et qu'il avait eu des projets à matérialiser, on serait allé beaucoup plus vite que le RDPC. La rapidité politique dans ce contexte. Il faut d'abord voir, hein. Je ne vous ai pas interrompu. Ah, d'accord. Je vous aurais gré de ne pas faire de même. La matérialisation de la rapidité politique dans ce cas-ci est beaucoup plus importante que la rapidité sportive. Le footballeur Samuel Eto'o, oui, il est dans son choix. Si un citoyen comme un autre, il peut décider de soutenir ou non le président. Évidemment, étant moi opposé aux idéaux du président de la République, je trouve que c'est une mauvaise décision, même si on la comprend, parce que voilà, ils sont amis depuis longtemps, il a toujours soutenu le président. En fait, il est meilleur sportif que politicien de toute façon, et des amitiés comme ça ne peuvent pas se gâter à l'approche des échéances électorales. Je ne m'attendais pas à un autre résultat, d'autant plus que, voilà, enfin, on a du mal à comprendre que quand il a voulu réaliser son projet qui a été mentionné tout à l'heure, il n'y est pas arrivé. Oui. Vous avez parlé avec fierté de l'infrastructure à l'hôpital La Cantini, au pavillon La Cantini du président Paul Biya, où il ne s'est jamais fait soigner. À un moment donné, nous devrions... Monsieur Samuel Eto'o. Monsieur Samuel Eto'o. Mais c'est pas le président. Voilà, les gens voudraient toujours presser. Soyons d'accord que les infrastructures mises sur pied par le président, les hôpitaux de référence, ne l'ont jamais vu s'y faire soigner non plus. En fait, le problème quand nous soutenons le président de la République, je veux bien qu'il y ait des gens qui prennent parti, mais parfois on a l'impression que on est plongé dans une sorte d'hypnose absolue. Le peuple, en fait, ça ressemble à de l'ensorcellement politique où on justifie même ce qui n'est pas. Vous avez parlé de l'opposition qui n'a pas pu goudronner des routes, réaliser certains projets. Je crois que selon les textes, un particulier n'a pas le droit de suppléer l'État dans la réalisation de projets de telle envergure. Parfois. Et pourquoi moi il le fait? Il y a beaucoup de gens qui ont essayé, peut-être parce que étant au pouvoir et ayant justement le parcours... Et étant du parti au pouvoir et ayant le parcours qui est le vôtre, il est beaucoup plus facile pour vous, parce que d'autres pourront témoigner de l'effet contraire en disant il y a des projets qu'ils ont voulu réaliser sur leur propre fonds et pour une raison qu'on ne connaît pas, ils ont été empêchés de réalisation. Donc la décision de Samuel Eto'o... On ne peut pas empêcher un citoyen. Je vais bien répondre à la question du journaliste et non mener le débat avec vous. Ce n'est pas un duel. On y reviendra peut-être une autre fois. Donc la réponse de Samuel Eto'o, en tout cas, obéit à ce créneau-là. On ne pouvait pas s'attendre à autre chose parce que voilà, il y a cette amitié. Mais on peut déplorer l'absence de remise en question. Aimer quelqu'un ne signifie pas approuver tout ce qu'il fait. Si Samuel Eto'o aime le président et aime le Cameroun, il faut aussi qu'il mette le point d'interrogation en gras
Pourquoi est-ce que nous qui sommes les porte-étendards de la nation, pourquoi est-ce que nous qui sommes justement les pions essentiels pour vendre la culture camerounaise à l'étranger à travers le sport, nous n'avons pas la vie facile lorsque nous voulons réaliser ces projets-là sur notre sol? Ok, Jean-Paul Chougnat, Wilfried Ekanga parle d'une amitié de longue date entre le président Biya et Samuel Eto'o. Ce ne serait pas attendu à autre chose? Non, peut-être que je ne perçois pas ça comme une amitié. Oui. Vous savez quelle est la passion du président Biya pour les Lions indomptables, mais davantage aussi, n'oublions pas que la politique se sert souvent du sport et des victoires sportives pour polir son image. Et vous voyez évidemment que quand les Lions sortent d'une compétition très tôt, on n'en parle même pas, il n'y a pas un retour triomphal au Cameroun. Donc, je dis simplement que sur ce point-là, c'est pas nouveau. Même à l'époque du président Mobutu, même comment l'appeler, Kwame Nkrumah, il s'était servi du sport pour faire rayonner, pour faire passer certaines idées. Donc je pense que ce que le président Biya, ce n'est que dans la continuité. Je ne sais pas si, j'ai pas encore vu un sportif ou un footballeur qui a dit ouvertement que je suis contre le président. Donc, compte tenu du fait qu'il y a toujours, il se côtoie régulièrement pour le rayonnement sportif du pays. Par contre, Samuel Eto'o déclare qu'il apporte son soutien au président Biya. Moi, je suis souvent étonné. C'est vrai, on peut être une célébrité considérée comme un leader d'opinion. Jean-Pierre Bekolo a apporté son soutien au MRC, ce qui est bien. Mais il faudrait que les gens comprennent qu'en même temps, il ne faut pas qu'on en fasse. Il faudrait pas qu'on en fasse un tollé général parce que une célébrité a apporté son soutien à un candidat. Parce que la voix de cette célébrité, son bulletin compte une seule voix. Donc, si au moins ces célébrités avaient des bulletins qui comptaient 10 000 voix, on devait se sentir inquiété. Donc, Samuel Eto'o supporte le président. Personnellement, je pense qu'il a un seul bulletin. Et c'est ce bulletin qu'il introduit. Oui, c'est ça que je dis, que l'effet multiplicateur peut être que ceux qui aiment Samuel Eto'o suivent le choix de Samuel Eto'o. Oui. C'est dessus qu'on surfe. Mais maintenant, avec l'engouement et la ferveur qu'on observe autour de cette présidentielle, je pense que même si je suis une célébrité sportive ou un artiste, et que vous avez de l'admiration pour moi, mon choix politique, je doute bien fort que si vous avez tous vos sens, le culte que vous me vouez pour mon talent, vous n'allez pas forcément me vouer ce culte pour mes choix politiques. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse très bien le distinguo et qu'on sache que la voix d'une célébrité, c'est le bulletin d'une célébrité, c'est une seule voix et non 10 000 voix. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Equinox Soir est arrivé à son terme. Nous allons dans un instant voir le meeting de Maurice Kamto à Bafoussam. On va aller prendre. On va aller prendre. Avec moi, on va aller prendre. On va aller prendre. On dit chez nous dans le quartier, on va aller prendre Roha. On va aller prendre monde avec nous aujourd'hui. Et vous voyez tous ces gens derrière moi. Ils veulent que vous leur fassiez voir quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir la main bien en l'air comme ça? Donnez-leur quelque chose, les amis. Kamto, Kamto, Kamto. Ensemble et en transféré, le chassement est proclamé, le peuple sa liberté, un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter, vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Quel est celui qui peut me construire des routes? Quel est celui qui peut m'apporter l'eau potable? Quel est celui qui peut m'apporter l'électricité? Quel est celui qui peut me garantir les soins de santé? Kamto. Quel est celui qui peut m'assurer le travail après Kamto. le hall? Quel est celui qui peut me permettre de créer une entreprise? Kamto. Quel est celui qui peut me permettre d'avoir une ferme? Kamto. Quel est celui qui peut me garantir le financement de mon projet? Kamto. Quel est celui qui peut me financer mon micro-projet? Kamto. Quel est celui qui peut me garantir la formation au métier? Kamto. Ce n'est pas un parti politique, c'est un homme.
Et cet homme-là, désigné, le voici. Qu'on ne vous trompe pas. On n'a pas besoin d'une coalition pour ça. Nous sommes sûrs de gagner cette élection parce que nous avons, we have the best man in the best place. This is the great man. This man is a great man. A vote for Kamto on October 7. Et il y en a qui portent en cachette. Et il y en a qui le supportent en cachette. Écoutez-moi bien. The Holy Shrine. Gagnez votre vie, que vous puissiez fonder votre famille. Alors, quand vous aurez fini votre formation, si vous voulez être, par exemple, faire la menuiserie métallique, je vais vous demander qu'est-ce qu'il faut pour ouvrir ton atelier de menuiserie métallique. Et tu vas me dire, voici, vous allez me faire la liste de ce qu'il faut pour ouvrir votre menuiserie métallique. Je veux faire acheter ça, je vous donne, pour que vous démarriez votre menuiserie métallique. C'est comme ça, c'est comme cela que nous allons combattre le chômage des jeunes. Ça... Et qu'il en soit, rediffusion 23h GMT, il sera minuit à Makenene. Bonsoir. Merci.